Ça fait un peu plus d'1 an que je m'intéresse sérieusement à ChatGPT. Pour être honnête, au début, je m'en servais juste de temps en temps, je trouvais que c'était un gadget marrant. Et puis j'ai reçu Ludo Salen sur le podcast et j'ai suivi sa formation. Et ça a tout changé parce que j'ai intégré ChatGPT dans mon entreprise en mode automatique. Cette formation est tellement bien que c'est moi qui ai demandé à Ludo de pouvoir en parler sur le podcast. Ce que j'aime, c'est le côté ultra applicable. Je partage mon écran, d'un côté, j'ai la formation, et de l'autre, je mets directement en place ce qu'il m'apprend, c'est immédiat. L'autre point ultra positif, c'est que Ludo met à jour cette formation en permanence. Et avec un outil qui va aussi vite que ChatGPT, c'est primordial. Cette semaine, Ludo Salen est le partenaire du podcast du marketing et mon petit doigt me dit que sa formation est en promotion pour quelques jours. C'est le moment d'en profiter, elle est à 99 € au lieu de 399 sur lepodcastdumarketing.com/Ludo. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 236. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Avoir une base email qualifiée, c'est l'une des composantes les plus importantes qu'une entreprise puisse savoir parce que, l'email, c'est l'un des médias qui convertit le mieux et il se trouve que c'est aussi celui par lequel la majorité des gens veulent être contactés. Donc, il ne faut pas s'en priver. D'autant que, vous me connaissez, je n'aime pas la location. Quand il s'agit de mon business, je veux être propriétaire des murs. Quand vous avez une base email, c'est vous le proprio. C'est vos emails, vos règles. Alors vos règles, dans le respect bien sûr de la loi, notamment de la loi RGPD, mais personne ne peut vous dire quoi envoyer, ni quand, ni à qui. C'est vous qui êtes aux commandes. Ça, en général, on le comprend assez bien, il faut construire sa base email. Si vous n'en avez pas encore, c'est probablement le truc le plus important et le plus urgent que vous avez à faire. Sauf que construire une super base email, ça n'a aucun sens si vous n'envoyez pas d'email. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est ce qui revient le plus souvent quand j'enseigne l'emailing. 2 questions. Tous les combien est-ce qu'il faut que j'envoie des emails et qu'est-ce que je suis censé raconter? Si vous vous êtes déjà posé l'une de ces 2 questions, restez avec moi parce que je décortique tout pour vous dans cet épisode. Et si vous voulez aller encore un cran plus loin, je vous ai préparé en cadeau bonus la checklist des éléments à vérifier avant d'appuyer sur le bouton envoi. Je vous ai même rajouté une sélection de templates de newsletter à copier. Pour récupérer le cadeau bonus, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans les notes de cet épisode ou aller sur lepodcastdumarketing.com/cadeau 236. Alors c'est parti pour mes 13 conseils pour avoir une bonne newsletter. Premier conseil, évidemment, travaillez votre titre. Votre titre est évidemment extrêmement important parce que c'est ce qui va déclencher l'ouverture ou non de l'email. Et votre email aura beau être génial, si on ne l'ouvre pas, on ne le lira pas. Donc évidemment, le titre est extrêmement important. Donc il faut essayer d'avoir un titre accrocheur. Un titre accrocheur, ça veut pas nécessairement dire un titre bizarre ou un titre qui en met plein la vue. Pas toujours, ça peut, mais pas toujours. Un titre accrocheur, c'est un titre que votre audience voudra ouvrir. Et parfois, un titre accrocheur, c'est tout simplement un titre que vous auriez écrit comme vous auriez écrit le titre, le sujet, l'objet d'un de vos emails que vous envoyez à un ami. Et quand vous envoyez un email à un ami, vous écrivez pas un truc super flamboyant qui attise la curiosité. Vous écrivez ce que c'est. Moi, bien souvent, c'est ça que je fais. Je mets juste un titre comme j'écrirais à un ami, tout simplement, et ça fonctionne très très bien. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le sous-titre. Bien souvent, on vous propose, selon votre gestionnaire de base email, bien sûr, mais bien souvent, on vous propose d'ajouter un sous-titre. Qu'est-ce que c'est que ce sous-titre ? Dans la plupart des boîtes de réception d'email, vous avez la personne qui vous envoie l'email, le titre et le début du texte, pour vous donner un petit peu une idée. Plutôt que de mettre le début du texte, qui bien souvent est pas très intéressant parce que c'est bonjour machin,
j'espère que tu as passé une bonne semaine ou voilà, des choses qui n'ont pas un grand intérêt, eh bien vous pouvez choisir un sous-titre qui sera présenté comme le début du texte. Donc là, vous pouvez ajouter des éléments qui vont attiser justement l'attention de l'utilisateur et qui vont se dire « Ah tiens, il faut vraiment que je le lise, ça a l'air d'être super intéressant ». Donc le titre accrocheur ne voulant pas nécessairement dire ultra flamboyant avec des warnings et des clignotants partout, ça peut être tout simplement un titre tel que vous l'auriez écrit pour un ami à qui vous envoyez l'email et un sous-titre pour donner envie de lire le texte. Si jamais vous voulez écrire des titres flamboyants, je vais les appeler comme ça, des titres vous savez qui en mettent plein la vue, ok, pourquoi pas, tous les styles sont possibles. En revanche, faites très attention de ne pas utiliser ce qu'on appelle les mots spam. Il y a des mots qui sont interdits, non pas qui sont interdits, mais qui disent aux gestionnaires de base email, et notamment à Google, qui leur disent attention, ça risque d'être du spam. Qu'est-ce que c'est ces mots ? C'est les mots qui en font trop, c'est les mots arnaques, c'est des trucs du genre gratuit, grosse promo, cadeau typiquement. Voilà, tous ces éléments-là, ces mots-là, ils sont pas bon signe. Et le risque, si vous mettez l'un de ces mots, quand bien même ils font sens dans votre titre, mais le risque, c'est que Google, il ne voit que le côté c'est un mot spam, et il vous vire, il vous met directement dans les spams. Donc évitez ces mots spam. Si vous ne savez pas quels sont ces mots spam, sachez que dans le cadeau bonus, je vous ai mis une liste non exhaustive, ça change tout le temps, et puis il y a toujours des nouveaux mots qui arrivent, mais une liste assez conséquente de mots spam à éviter. Encore une fois, je vous le redonne, le podcastdumarketing.com/cadeau 236 ou le lien qui est dans les notes de cet épisode. Donc mon premier conseil, attention au titre, il faut impérativement le soigner pour donner tout simplement envie aux gens d'ouvrir l'email et de le lire. On en arrive à votre contenu. Votre newsletter doit avoir un contenu type. Elle doit apporter quelque chose à votre audience. Et c'est ça la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon audience ? Ça peut être de l'information, ça peut être des données, ça peut être des nouveautés, ça peut être plein de choses, ça peut être de l'humour et ça peut être des choses tout à fait personnelles. Peu importe, tout dépend bien sûr, de votre audience et de ce dont votre audience a besoin, de ce qui plaît tout simplement à votre audience. Donc c'est à vous de la connaître, mais ce qui est important, c'est de réfléchir à ce contenu type en amont de façon à avoir une certaine cohérence d'une newsletter à l'autre. Tips numéro 3, le ton. Attention, sur une newsletter, on a souvent l'habitude de parler avec un ton un peu soit commercial, soit un peu endimanché. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On s'est dit, je parle à la place de la marque, donc il faut que je prenne un ton comme ça relativement distant. Personne n'a envie de recevoir un email avec un ton distant. Ce dont on a envie, et ça sera de plus en plus le cas, ce dont on a envie, c'est de recevoir le mail écrit par une personne pour moi. Tout simplement. Donc, pensez vraiment à avoir un ton simple, qui ressemble finalement au ton que vous auriez si vous vous adressiez à une personne. C'est la même chose que pour le titre. Écrivez comme vous écririez à un ami. Écrivez comme vous écririez peut-être à un collègue. Écrivez pourquoi pas comme vous écrivez à votre client. Ça marche aussi, mais écrivez comme si vous écriviez à une seule et unique personne, surtout pas à un groupe. Et n'écrivez pas, ou en tout cas réfléchissez-y si c'est vraiment ce que vous voulez faire, mais de façon générale, n'écrivez pas comme une marque, écrivez comme une personne, et vous avez le droit d'être une personne qui incarne la marque. Conseil numéro 4, la forme. Alors ça, il y a un grand débat sur les newsletters. Généralement, les newsletters, on va se dire ce qui est, c'est très léché, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de design. Alors c'est devenu très facile à faire maintenant, notamment avec Canva. Les gestionnaires de base email, bien souvent, vous proposent plein de templates différents que vous pouvez utiliser pour avoir une newsletter très colorée, qui clignote de partout. Ça, c'est probablement vrai lorsqu'on est un site e-commerce. Lorsqu'on est un site e-commerce, on vend des choses et souvent des produits physiques. On a besoin de les montrer, ces produits. Et donc, il y a des photos, il y a des vidéos, pourquoi pas, des choses qui clignotent dans tous les sens et c'est merveilleux, c'est très joli. Mais mis à part, lorsque vous êtes dans le cas du site e-commerce, ça peut être vraiment intéressant de mettre de côté tous ces templates. Et encore une fois, de se dire, moi quand je reçois des emails, en général, c'est parce que Pierre, Paul ou Jacques m'a envoyé un email. Et donc,
d'écrire votre newsletter comme si vous étiez Pierre, Paul ou Jacques qui écrivait un email, c'est-à-dire ne mettre que du texte ou quasiment que du texte. Je dis pas qu'il faut absolument bannir toute photo, toute vidéo ou tout bouton d'action, etc. C'est pas la question, mais faites en sorte d'avoir un email ou en tout cas testez-le. Testez le fait d'avoir une newsletter qui ressemble tout simplement à un email parce que avec un email, on a moins l'impression qu'on essaye de nous vendre un truc au forceps. Donc, c'est beaucoup plus facile, 1, de l'ouvrir, 2, surtout de le lire et de continuer à le lire. Donc, essayez ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait des années maintenant que ma newsletter, c'est tout simplement un email. J'ai des boutons d'appel à l'action quand même, parce que je vais vous en parler dans 2 minutes, mais je veux que les personnes qui lisent l'email puissent cliquer sur certains boutons selon ce que j'ai à leur proposer, bien sûr. Donc j'ai des boutons d'appel à l'action, mais tout le reste, c'est tout simplement du texte ultra basique. C'est plus simple pour moi à écrire, beaucoup plus rapide, c'est moins lourd, donc plus facile à charger, et surtout la personne qui le reçoit a véritablement le sentiment que c'est moi, Estelle, qui lui ai envoyé un email. Et c'est le cas en l'occurrence, c'est moi, Estelle, qui envoie un email. Toujours dans la forme, pensez absolument à simplifier. C'est un petit peu le même conseil que ce qu'on peut donner sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Simplifier les textes. Je sais qu'on nous a appris à l'école en France à écrire à la Victor Hugo avec des grandes phrases, des mots compliqués et plein d'attributs circonstanciels. Sauf que nous, dans notre quotidien, on n'a pas le temps, on a besoin de simplification, de clarification. Le cerveau aime ce qui est simple et rapide et direct. Donc, allez droit au but, parlez simplement avec des phrases courtes. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile à appréhender pour le lecteur. Et puis, dernier point, sur la forme, n'oubliez pas les mobiles. Vous le savez, maintenant, la majorité des flux sur Internet sont faits depuis mobile. C'est probablement encore plus vrai quand on parle d'email. Alors, j'ai pas les stats, mais en tout cas, c'est au moins aussi vrai quand on parle d'email. Donc, faites attention à la visibilité de votre email sur mobile. Trop souvent encore, je reçois des emails, parfois d'ailleurs de grosses boîtes ou de gros indépendants, enfin en tout cas de gens qui ont l'habitude d'en faire. Je reçois un email sur l'écran de mon ordinateur, l'email est parfait, il n'y a aucun sujet. Quand je lis l'email sur mon portable, la typo est ridiculement petite, je ne peux rien lire. Donc faites attention à ça, faites attention à la taille de la typo de façon à ce qu'elle puisse être lisible depuis un téléphone portable. 5e conseil, la personnalisation. L'emailing, ça permet évidemment la personnalisation. Vous pouvez appeler la personne par son prénom par exemple, vous pouvez segmenter, vous pouvez faire plein de choses. Donc profitez-en, utilisez cette personnalisation de façon à toucher au mieux votre audience. Si vous avez un message à faire passer et que ce message, il est vraiment destiné à une partie seulement de votre audience, ne l'envoyez qu'à cette partie de votre audience. Vous allez toucher très fortement cette partie de votre audience et vous n'allez pas embêter, saouler pour dire les mots, le reste de votre audience qui n'est pas concernée. Donc utilisez cette segmentation, c'est extrêmement intéressant. Utilisez la personnalisation avec le prénom par exemple, c'est l'une des personnalisations les plus classiques. Mais attention avec cette personnalisation du prénom, c'est pareil, il y a un petit peu deux écoles. Il y en a qui disent oui, j'utilise toujours le prénom, je dis bonjour machin, et puis je mets des machins, Claudine au milieu de l'email. Ça peut être intéressant. Je dis pas que ça l'est pas. Je dis juste attention à l'utiliser avec parcimonie parce qu'on sait tous que c'est faux. On sait tous que, évidemment que c'est un robot qui automatiquement change le prénom. Donc, une fois de temps en temps, je pense que c'est intéressant. Tout simplement parce que ça arrête le cerveau. Quand on voit notre prénom, on est un petit peu saisi et donc ça force le cerveau à s'arrêter, à se reconcentrer. Ça peut être intéressant. En revanche, si tous les 2 lignes, il y a marqué Claudine, Claudine, à un moment donné, elle va en avoir un petit peu marre et elle va se sentir peut-être même presque un petit peu agressée. Donc attention à cette personnalisation avec le prénom. C'est intéressant, mais à petite dose. 6e conseil, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, encourager l'interaction. Le but ultime de votre email, c'est d'apprendre à votre audience, à vos lecteurs,
à réagir, à faire quelque chose suite à cet email. Le quelque chose le plus souvent, c'est de cliquer sur un lien. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Parce qu'on veut lui donner l'habitude de cliquer sur des emails qui sont pas des emails de vente, et comme ça, le jour où vous aurez un email de vente, c'est plus facile de cliquer. Quand on a déjà fait quelque chose, on a déjà dit à notre cerveau, tu as le droit de le faire, c'est une bonne idée de le faire, c'est safe de le faire, voilà, si on l'a déjà fait, ce sera plus facile de le refaire à nouveau. Donc, cliquer, c'est véritablement un élément important. En plus de ça, c'est pas juste pour le bonheur de faire cliquer les gens, hein. L'idée, c'est de leur apporter de la valeur avec votre newsletter, et donc, de cliquer, ça va leur permettre d'aller voir des ressources complémentaires, des éléments en plus, etc. Donc, véritablement, il faut que ça ait un sens, hein. Il faut pas cliquer pour cliquer, vous vous en doutez bien. Il n'empêche que ça habitue votre audience à cliquer pour le jour où vous aurez quelque chose à lui vendre et vous voudrez qu'il clique. 7e conseil, c'est un petit conseil de Sioux, mais c'est de mettre un PS comme post-scriptum. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre un PS ? Parce qu'il y a plein de gens qui ont pas envie de lire les newsletters. Et donc, ils scannent un petit peu en diagonale, voir s'il y a quelque chose qui leur attire l'œil. Et en général, quand on scanne, notre œil s'arrête sur la fin. Et sur la fin, s'il y a un PS avec un lien ou une information importante écrite en gras, c'est ça qu'on va lire. Donc, l'information importante, si vous en avez une, c'est intéressant de la remettre en PS, voire même de faire un peu d'humour, du genre, on le voit parfois, si vous n'avez pas eu envie de tout lire, voilà ce qui était important à retenir. Et vous mettez l'information. Ça marche très très bien. Les éléments à cliquer en PS récupèrent beaucoup de pourcentage de clics. Donc, testez ça, de rajouter juste un PS en une ligne avec l'élément important. 8e conseil, et c'est peut-être le conseil le plus important, ne passez pas votre temps à vendre une newsletter. C'est une newsletter, une lettre d'information. Ça n'est pas de la vente, sinon ça s'appelle un catalogue. Donc attention, une newsletter est là pour apporter de la valeur à votre audience, quelle que soit cette valeur. Bien sûr que de temps en temps, vous allez vous en servir pour vendre, mais ça n'est pas un outil de vente en permanence. C'est le fait justement que vous puissiez construire cette relation, cette habitude de lecture, cette habitude de clic sur la newsletter que vous allez après pouvoir vendre efficacement. Donc attention à ne pas vendre en permanence. L'immense majorité du temps, il faut ne rien vendre du tout. Bon, mais vous allez me dire, ok, mais si je vends rien, de quoi est-ce que je parle ? Alors, je vous l'ai dit, plus haut, je crois que c'était mon premier conseil, il y a plein de thèmes que vous pouvez aborder et c'est important d'y réfléchir en amont. Mais l'un des éléments que vous pouvez aborder, que vous pouvez utiliser dans cette newsletter, c'est de parler de vous. Et ça, je le vois assez peu, moi, dans les newsletters. Je le fais depuis un certain temps et je peux vous assurer que mon taux d'ouverture a littéralement percé le plafond depuis que je le fais. En fait, moi je me sers de ma newsletter comme d'autres se servent des réseaux sociaux. On le sait, sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne, c'est quand on parle un petit peu de soi, de sa vie privée. Si typiquement, ce que je ne ferai jamais, mais si typiquement vous mettez des photos de vos enfants sur un réseau social, boum, ça explose. Parce que, on aime tous, on est un peu voyeurs, on aime tous voir la vie des autres, et puis voilà, tous ces éléments-là, il y a rien de plus intime que la famille, tous ces éléments-là, ça attise la curiosité. Moi, je veux pas le faire sur les réseaux sociaux, c'est un choix, et je suis pas en train de dire que c'est mal de le faire sur les réseaux sociaux. Chacun fait comme il veut. Mais il se trouve que moi, j'aime bien garder mon jardin secret, je veux pas le faire sur les réseaux sociaux parce que je ne maîtrise pas. Sur une newsletter, c'est un peu différent. D'abord, vous maîtrisez ce que vous mettez, ça part pas a priori n'importe où, ça peut, on est sur le digital, mais enfin, c'est pas fait pour partir n'importe où, ça part uniquement chez les personnes qui sont abonnées à votre newsletter et vous pouvez désabonner des personnes si jamais il y a des personnes qui ne vous plaisent pas. Donc, c'est quand même un peu plus safe, voire franchement, je vous le dis, beaucoup plus safe. Moi, j'ai jamais eu de problème avec des personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Et si un jour, j'avais une personne indélicate, je la vire en 1 seconde. Donc, c'est extrêmement simple. Donc, c'est plus simple pour moi de parler de choses plus privées. Attention, ça ne veut pas dire que je raconte toute ma vie et que je raconte la vie de mes gamins et que je poste les photos de mon chien et de mes enfants sur ma newsletter. C'est pas ce que je dis. En revanche, c'est intéressant d'ajouter une part de personnel dans la newsletter parce que,
ça la rend vraiment plus personnelle, plus authentique. 2, ça attise la curiosité. Les gens aiment vous connaître, aiment connaître une vraie personne. Donc pourquoi pas, allez-y, vous pouvez rajouter des éléments plus personnels. Conseil numéro 10, là on est plus dans l'organisation de la newsletter, et c'est un conseil vraiment important, testez avant l'envoi. Bah oui, c'est comme tout, c'est comme un email classique. En général, quand on est pressé et qu'on se dit bon mais c'est pas grave, je relis pas, j'ai pas fait de faute, boum, j'appuie sur clic, vous pouvez être sûr à 100% qu'il y a des coquilles et que les liens cliquables ne sont pas les bons. Donc testez tout sur tous les gestionnaires de base email. Normalement, vous avez un mode test. Vous pouvez parfois d'ailleurs vous envoyer un email test ou voir juste l'écran tel que votre audience verra son écran. Testez tout, vérifiez bien surtout que les liens cliquables sont les bons parce qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer l'email et de se rendre compte après coup que c'était pas le bon. Vous pouvez pas faire un retour en arrière. Petit aparté, si vous faites une bêtise, ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive régulièrement, même quand on regarde, même quand on vérifie, il y a des choses des fois qui passent à travers. Si ça arrive, faites un erratum. Renvoyez dès que vous vous en rendez compte un email avec en titre erratum et puis le reste de votre email. Ces emails-là ont un super taux d'ouverture. Je dis pas qu'il faut en faire une stratégie, mais après tout, pourquoi pas? Ils ont un super taux d'ouverture bien plus élevé que les emails classiques. Donc erratum, ça peut être aussi une stratégie, pourquoi pas. Puisqu'on parle d'envoi, parlons de la fréquence d'envoi. Je vous l'ai dit en intro, c'est l'une des questions qui revient le plus souvent. Tous les combien faut-il envoyer une newsletter? Alors, bon, j'ai pas la bonne réponse, vous vous en doutez, il n'y a pas de vraie bonne réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 éléments à prendre en compte. Premier élément, c'est une certaine régularité. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'abonne à une newsletter et ne reçoit pas d'email de votre part, puis 3 mois plus tard on reçoit 5 d'un coup, et puis plus rien, et puis 3 semaines plus tard il en reçoit 1, et puis plus rien, et puis 2 mois plus tard et elle en reçoit encore 10. On comprend rien, on ne sait pas à quoi s'attendre, et puis surtout on va vous oublier parce qu'il y a trop de temps qui sépare l'inscription des différents emails. La régularité est extrêmement importante, ça permet d'installer des rendez-vous, et encore une fois un rendez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est un message au cerveau qui dit « Ah tiens, tu peux ouvrir, c'est intéressant, c'est normal que ça arrive à ce moment-là. » Et donc voilà, on crée une habitude d'ouverture. Donc régularité ultra intéressant. Après, combien de temps faut-il laisser entre 2 emails? Ça va dépendre de votre audience. L'idée, c'est de ne pas en faire trop, mais d'en faire assez. Donc, il faut pouvoir tester. Ce qui se fait de façon très commune, c'est 1 fois par semaine. 1 fois toutes les 2 semaines, ça marche aussi assez bien. Sur certains marchés, ça peut être, pourquoi pas, 1 fois par jour ou 1 fois tous les jours de la semaine, lundi au vendredi. Ça peut être intéressant. Je vois certaines marques, certaines personnes qui n'envoient qu'1 fois par mois. Attention, 1 fois par mois, c'est déjà long. Alors, je dis pas que c'est pas faisable. Je dis juste qu'il faut avoir une certaine notoriété. Je pense à Edgar Gros-Piron, champion olympique de ski de boss. Lui, il envoie sa newsletter 1 fois par mois et ça pose pas vraiment de problème parce que si vous êtes abonné à la newsletter d'Edgar Gros-Piron, il y a de bonnes chances quand même que vous sachiez très bien qui est Edgar Gros-Piron. Donc, quand vous allez recevoir son email, vous n'allez pas vous dire « Attends, c'est qui déjà Edgar Gros-Piron ?» A priori, c'est que vous connaissez le champion. Si c'est Estelle Ballot, alors ça me ferait très plaisir si vous vous souvenez toujours qui est Estelle Ballot, mais probablement que c'est pas nécessairement le cas. Si j'envoyais un email qu'1 fois par mois, peut-être que la personne qui vient de s'inscrire parce qu'elle a écouté 1 fois le podcast du marketing, mais qui ne me connaît pas, il n'y a pas de raison qu'on me connaisse, 1 mois plus tard, elle aura oublié qui est Estelle Ballot, elle aura probablement même oublié qu'elle s'est inscrite à cette newsletter et donc elle risque de ne pas l'ouvrir ou pire, de l'ouvrir et de signaler que c'est un spam parce qu'elle n'a jamais demandé à être inscrite à cette newsletter. Croyez-moi, ça arrive. Donc attention, 1 mois, ça commence déjà à faire long, plus d'1 mois, très clairement, c'est beaucoup trop long. 12e conseil, si vous voulez avoir une newsletter qui marche, qui sert à quelque chose et dont la base grossit de plus en plus, il va falloir communiquer sur votre newsletter. C'est un peu tout le problème de la newsletter, elle ne s'auto-alimente pas. Les réseaux sociaux peuvent s'auto-alimenter. Vous postez quelque chose, ça va être vu et repartagé par des personnes qui vont faire venir d'autres personnes dans votre cercle. C'est pas le cas des newsletters, sauf à être sur des newsletters type Substack où il y a pour le coup un système de communauté qui va venir vous aider à faire grossir votre newsletter. Mais
De façon générale, une newsletter ne s'auto-alimente pas, c'est à vous de faire le job de faire connaître votre newsletter. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on en parle, on dit qu'on a une newsletter partout. À chaque fois que vous en avez l'occasion, sur votre site internet, si vous avez un site internet, bien sûr, sur vos réseaux sociaux, si vous avez différents réseaux sociaux, allez-y, dites aux gens que vous avez une newsletter, dites-leur pourquoi c'est intéressant de s'inscrire à votre newsletter et faites-le régulièrement. Et puis, si vous passez sur un podcast, sur un blog ou ailleurs, si vous allez à un événement physique, dites que vous avez une newsletter. C'est toujours ultra intéressant, mais il va falloir aller chercher les gens et c'est un par un que vous allez aller chercher vos lecteurs. On en arrive à mon 13e conseil, c'est pas le plus funky, mais il est extrêmement important. Eh bien, c'est de traquer vos performances, de regarder les chiffres. Votre gestionnaire de base email va vous en donner et les chiffres vont vous dire beaucoup de choses. Ils vont vous dire surtout si vous êtes en progression ou si vous êtes en train de vous casser la figure. Et c'est ça, les chiffres qui sont importants, parce que vous allez me dire « Ah non mais Estelle, c'est quoi un bon chiffre d'ouverture, un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic ?» C'est très délicat de vous donner une réponse parce que ça va énormément varier d'un marché à l'autre. Pour certains marchés, c'est 20%, pour d'autres marchés, c'est 40%. Donc ça va véritablement dépendre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir si votre taux d'ouverture augmente ou baisse. Alors, quand vous êtes au tout début, votre taux d'ouverture ne veut rien dire du tout. Si vous avez 5 personnes sur votre base email, en général, c'est votre sœur, votre cousine et la voisine. Elles sont plutôt intéressées pour ouvrir votre newsletter, pour vous faire plaisir. Donc, vous avez des super taux. Dès que vous commencez à avoir un peu plus de monde, ça va redescendre. Mais c'est vraiment temporaire. Après, ça devrait commencer à monter au fur et à mesure que vous allez comprendre ce qui intéresse votre audience, quel type de titre les fait ouvrir, quel type de texte de contenu va les intéresser et vous allez pouvoir comme ça faire grossir, faire monter vos différents chiffres à traquer. Qu'est-ce que vous allez traquer comme chiffre ? Allez simple. N'allez pas chercher trop de complexité parce que vous allez risquer de vous embrouiller et du coup ne rien en faire. Moi je dis que le plus simple c'est de regarder le taux d'ouverture, le taux de clic, c'est déjà très bien et bien sûr le nombre d'abonnés. C'est vraiment les 3 éléments à regarder, taux d'ouverture, taux de clic, nombre d'abonnés. Si tout est en croissance, alors vous êtes au vert. Alors voilà, c'était mes 13 conseils pour écrire une très bonne newsletter. Je vous les redonne rapidement. Premier conseil, faire très attention au titre. Il faut qu'il soit accrocheur, mais pas trop accrocheur. Il faut surtout qu'il donne envie d'ouvrir. Donc ça peut être juste le titre d'un email que vous enverriez à un ami. Deuxième conseil, le contenu. Réfléchissez à votre contenu en amont. Vous devez avoir une trame générale du type de contenu que vous allez proposer parce que comme ça, l'audience, les lecteurs auront l'habitude et sauront ce à quoi s'attendre. Troisième conseil, le ton. Attention, ne parlez pas à un groupe, parlez à une personne. C'est une seule personne qui reçoit votre email. Elle se fiche de savoir qu'il y a 15 000 autres personnes qui reçoivent le même email. Quatrième conseil, attention à la forme. Moi, je vous conseille de tester l'email brut. Encore une fois, le fait d'avoir l'impression de recevoir un email juste pour soi, un email qui a été écrit tout simplement par une personne, pas un joli catalogue avec plein de photos, juste un email brut. Également, extrêmement important dans la forme, simplifier les phrases. N'allez pas sur des phrases à la Victor Hugo. C'est très bien, j'adore Victor Hugo, c'est pas la question, mais sur un email, on veut de la simplicité, de la clarté. Notre cerveau est fait comme ça. Et puis pensez au mobile. Vous savez que une majorité de vos emails vont être lus via des mobiles. Donc attention à la typographie. Assurez-vous que la typographie est lisible sur un mobile. Cinquième conseil, la personnalisation. La personnalisation sur les emails, c'est vraiment le truc super intéressant à aller travailler. Mais attention, c'est comme tout, il faut le faire avec parcimonie. Ne mettez pas le prénom de la personne à qui est destiné l'email tous les 3 mots parce que, ça va être beaucoup trop et surtout, ça va faire faux. Là où, avec la personnalisation, on essaye plutôt de toucher la personne. Sixième conseil, encourager l'interaction. En fait, une newsletter, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi un moyen d'habituer votre audience à faire quelque chose qu'il aura à faire lorsque vous aurez à vendre un produit ou un service, c'est cliquer. Donc, habituer votre audience à cliquer dans vos emails, à agir, à faire un choix, à faire quelque chose tout simplement. Ils auront plus de facilité à le faire le jour où vous aurez quelque chose à leur vendre. Septième conseil, ajoutez un PS. Les post-scriptum, ce sont souvent les éléments les plus lus d'un email et les plus cliqués. Donc, ajoutez l'élément important, l'élément à retenir de votre email en PS. Vous verrez, ça marche très bien.
8e conseil, ne passez pas votre temps à vendre une newsletter, c'est une lettre de nouvelles, pas un catalogue de vente. Donc habituez votre audience à lire, à ouvrir votre newsletter et le jour où vous aurez quelque chose à vendre, vous verrez qu'ils ouvriront, qu'ils liront et qu'ils cliqueront. Mais si vous vendez en permanence, vous allez lasser un grand nombre de vos lecteurs. 9e conseil, pourquoi pas utiliser l'opportunité d'avoir une newsletter pour parler un peu plus de vous. Peut-être que vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas trop le faire sur les réseaux sociaux. Eh bien dans votre newsletter, c'est un cercle beaucoup plus fermé, un cercle beaucoup plus sécuritaire. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce média pour parler un peu plus de vous. Vous savez que l'audience en général aime en savoir plus sur la personne qui est derrière l'email. 10e conseil, tester avant l'envoi et notamment tester les liens, vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, vérifier que vous avez bien mis tous vos éléments. Une fois que l'email est parti, l'email est parti. Je mettais en bémol, si vous faites une erreur, faites un erratum, vous verrez que les taux d'ouverture de l'erratum sont excellents. 11e conseil, soyez régulier dans vos envois. N'envoyez pas un email toutes les 3 semaines, puis toutes les 2 semaines, puis tous les mois, puis non. Essayez d'envoyer toujours à la même fréquence. Et quelle fréquence faut-il choisir ? La fréquence qui convient à votre audience. Souvent, c'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Parfois, selon les marchés, ça peut être tous les jours. Évitez d'aller à plus qu'une fois par mois. Une fois par mois, c'est déjà long. Plus, franchement, on risque de vous oublier. 12e conseil, communiquez sur votre newsletter. Une newsletter ne s'auto-alimente pas, ou en tout cas très peu. Donc communiquez, dites partout et à tout le monde que vous avez une newsletter. C'est comme ça que vous aurez de plus en plus de personnes qui vont s'abonner. Et 13e conseil, traquez vos performances. Ne regardez pas 15 000 chiffres différents, vous allez vous perdre. Regardez au moins les taux d'ouverture, les taux de clics et le nombre d'abonnés à votre newsletter. Il faut qu'ils soient tous les 3, idéalement, en croissance. Et puis allez, je vous donne un 14e conseil. Qu'est-ce que c'est que ce conseil ? C'est d'aller vous abonner à des newsletters qui vous plaisent. Si vous vous abonnez à des newsletters qui vous plaisent et si vous les regardez avec un prisme marketing, vous allez voir pourquoi est-ce qu'elles vous plaisent. Qu'est-ce qui a attiré votre regard ? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à les ouvrir, que vous continuez à les lire ? Inspirez-vous de ça pour les lire. Et puis je vous le donne en 1000, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous propose de vous abonner au podcast du marketing sur le podcastdumarketing.com/newsletter. Avoir une URL simple à retenir, ça peut être aussi, allez hop, un 15e conseil. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez surtout envie d'écrire une newsletter, peut-être, et je vous le souhaite d'ailleurs, peut-être que vous en avez déjà une et que vous allez prendre 1 ou 2 conseils par-ci par-là que vous allez pouvoir mettre en pratique si c'est pas déjà le cas. Si vous n'avez pas déjà une newsletter, je vous invite vraiment à y réfléchir, je vous assure, c'est l'une des stratégies marketing qui fonctionne le mieux. Donc, travaillez votre newsletter, vous verrez que vous n'allez certainement pas le regretter, surtout si vous avez une audience ou en tout cas une audience à faire grossir et quelque chose à vendre. In fine, la newsletter va grandement vous aider. Si le sujet de cette newsletter vous a intéressé, je vous le rappelle, je vous propose un cadeau bonus avec cet épisode. Pour télécharger le cadeau bonus, c'est super simple. Vous allez sur lepodcastdumarketing.com/cadeau 236 ou alors vous cliquez dans le lien des notes de cet épisode. Je vous le mettrai évidemment. Vous y retrouvez la liste des éléments à checker avant d'appuyer sur le bouton envoi. Et puis je vous ai mis aussi une sélection de templates de newsletter que vous allez pouvoir récupérer pour vous pour réfléchir à comment vous allez présenter votre prochaine newsletter. Je vous dis à très vite.